Nous avons honoré le rendez-vous de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Vous aussi, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous témoigner votre fidélité tous les dimanches à 9 h sur ces antennes. Nous allons vous présenter l'invité, le tout premier qui va nous permettre de décrypter l'actualité politique, l'actualité sportive et même internationale. Jean-Paul Biya, vous le connaissez, c'est un habitué des plateaux de télévision au Cameroun et du plateau de la rétrospective de l'information. Jean-Paul Biya, bonjour. Bonjour Monique. Je rappelle, vous êtes le chef de la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur. Tout à fait, tout à fait. Merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé. Merci. Ok, nous allons introduire cette émission par un fait de société. Il s'agit de notre confrère Chantal Tulé qui observe une grève de la faim. Il se dit être persécuté. Sa vie est mise en danger. Il a observé une grève de la faim et ça dure déjà des jours. Il était devant l'ambassade des États-Unis où il sollicite l'apport des États-Unis pour essayer d'obtenir justice. Reportage de Boubangomna. 11 h ce matin, nous sommes à l'entrée de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Les yeux hagards, assis à même le sol, Roger Chantal Tulé dit observer une grève de la faim. L'ambassadeur des États-Unis nous a reçus, nous a fait recevoir par la chargée des affaires politiques, par le chargé des choses sécuritaires également. Sous une chaleur accablante, même la nature est contre les pancartes du directeur de publication, qui visiblement est décidé d'aller jusqu'au bout de sa logique. Ça va aller jusqu'à ce que mort s'en suive. La vie, pour moi, ne vaut plus la peine si on ne peut même plus dire la vérité au peuple. Après l'ambassade des États-Unis, Roger Chantal Tulé s'est déporté du côté du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, où il affirme avoir le soutien de sa tutelle dans cette affaire qu'il oppose au directeur général de la CNPS. Le ministre Issa Chilouma de la communication, qui nous a soutenus à tous les instants dans cette affaire, a dit que nous pouvons le citer, nous pouvons aller à l'ambassade des États-Unis, que c'est trop ce genre d'exaspération, ce genre de provocation, qu'on ne peut pas provoquer un journaliste qui a donné toutes ses preuves et on ne peut pas amener quelqu'un à Koningui pour un délit de presse. Pas moins de 5 procès à Douala et Yaoundé contre lui. Tulé se retrouve abandonné par son propre conseil. Ils ont acheté 3 de mes avocats qui ne viennent plus, qui m'ont déclaré ce matin qu'ils n'ont plus mes documents, qu'ils ne viennent plus au procès. Il y a également eu des menaces de mort après qu'on ait brûlé ma maison, tué mes chiens, comme vous l'avez vu à travers les médias. Il y a eu maintenant la décision de me faire arrêter pour m'enfermer à Koningui. Simple superfuge pour échapper à la justice camerounaise ou cri de détresse, difficile à savoir dans ce feuilleton qui ne rassure pas le directeur de publication de la Tribune de l'Est. Jean-Paul Biya, bonjour. Bonjour. Alors, Chantal Roger Tulé, c'est un confrère. Oui. Je rappelle que vous êtes journaliste. Oui, tout à fait. À la base, vous estimez qu'il a raison au regard de ce dont il est reproché. Chantal Roger Tulé est innocemment persécuté par ses bourreaux, entre guillemets. Non, je pense qu'il faut faire 2 lectures de l'attitude de Chantal Roger Tulé. D'abord, la première, c'est que dans le monde du journalisme, on est habitué à des fantasmes, on est habitué à des comportements très souvent déplorables, la plupart du temps. C'est pas nouveau d'ailleurs pour ce qui concerne Chantal Roger Tulé. Il vous savez qu'en France, par exemple, on a eu un journaliste redoutable comme Jean Montaldo, qui a écrit un ouvrage très, très dur contre François Mitterrand. Il n'y a pas que lui. Il y a Jean-Édouard Allier également qui a écrit. Jean Montaldo a écrit un ouvrage intitulé François Mitterrand et les 40 voleurs. Ce chef de l'État, François Mitterrand et les 40 voleurs. Jean-Édouard Allier également, des textes très violents, des diatribes. Alors bon, maintenant, ça a été, c'est très dur. De l'autre côté également des États-Unis, on a également des journalistes également, dont je préfère taire également les noms ici, qui ont également le ton très dur. Tulé n'est pas plus dur que Vincent Hugues, qui est journaliste à
France 24, à RFI, je préfère citer des confrères, parce qu'il s'agit d'un confrère. Il n'est pas plus dur que Stephen Smith ou encore Antoine Glaser, qui tirent au vitriol quand ils écrivent. Bon, maintenant, ce qu'on peut reprocher simplement à Thulé ici maintenant, c'est d'apporter d'assumer les actes qu'il a posés, à savoir, j'ai écrit contre tel haut responsable. J'ai annoncé que tel directeur général de société avait 11 millions par mois et il savait qu'à la réalité, il a payé 3,7 millions. Il faut donc que tu assumes tes actes. C'est ça le journaliste. D'où l'appel à la responsabilité du journaliste camerounais aujourd'hui, de plus en plus. Dans ces propos, il semble être soutenu, entre guillemets, par le ministre en charge de la communication. Et en le citant justement, puisqu'on a regardé ce reportage, il dit, le ministre Satirwa Bakary s'est offusqué de ce qu'un journaliste soit persécuté pour avoir dit la vérité. Où se situe finalement la position du gouvernement? Non, je pense qu'ici, bon, je n'ai pas parlé du gouvernement, je n'ai pas eu non plus justifié le gouvernement. C'est un journaliste qui parle, tout simplement. Bon, en même temps que j'ai la casquette de chef de la cellule de communication du ministère de l'enseignement supérieur. Mais il y a ici le fait qu'en journalisme, il y a au moins 3 choses qui doivent se dégager. La première chose, c'est qu'il faut être professionnel. Un journaliste donne des faits qu'il a eu à vérifier. Et il assume les faits. Première chose. Deuxième chose, maintenant, il doit pouvoir être responsable des actes qu'il pose. Et en troisième lieu, maintenant, il doit pouvoir avoir une attitude patriotique et républicaine. Parce qu'il faut être interpellé pour un acte qui porte outrage à une haute personnalité. Il faut engager la responsabilité d'une famille. Par exemple, le fils d'un directeur général qui est incriminé peut être malmené par ses camarades de classe, ses condisciples dans un lycée de la place ou dans une université du fait que son père est indexé comme étant un fossoyeur des caisses de la République, par exemple. Ça peut porter préjudice à son épouse, à ses enfants et même à ses collaborateurs, y compris même son image, son charisme. Donc à ce niveau maintenant, on peut demander à M. Thulé, vous avez donné telle information, il faut donc pouvoir les assumer. Bon, mais si ce qu'il dit est vrai, il n'y a pas de problème, qu'il puisse maintenant rester tranquille, c'est tout. Est-ce qu'il y a un acte symbolique en recourant au secours de la diplomatie américaine? Ouais, c'est pas mauvais non plus, parce qu'il estime peut-être que bon, la justice il n'a pas la justice avec lui, il a contre lui et la justice et ses bourreaux, et dans ce cas, il peut demander de chercher refuge auprès d'une chancellerie qui, j'espère évidemment, va tenir compte du fait qu'en fait, les éléments qu'on lui reproche aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent être vérifiés et justifiés? Tant mieux. Et de deux, maintenant, est-ce que la chancellerie également peut pouvoir saisir les instances camerounaises pour pouvoir le défendre dans le cas d'espèce? Et à ce titre, maintenant, la chancellerie américaine pourrait donc constituer un collège d'avocats pour défendre M. Thulé, qui est un citoyen camerounais. Il peut bénéficier d'un asile politique aux États-Unis, par exemple? Pourquoi l'asile politique? On ne chasse personne. Le président Biya demande que tout le monde revienne au pays, que tout le monde soit sur place, participe à la construction de l'œuvre nationale, qui n'est qu'au début, qui est en cours. Personne ne demande à M. Thulé d'aller au Gabon ou au Nigeria ou encore aux États-Unis, non. Mais de rester au pays et d'assumer ses actes. C'est pas un mauvais journaliste, c'est un bon journaliste. Bon, maintenant, on estime qu'il est peut-être allé un peu trop loin dans le sensationnel, en indexant des personnalités nommément à visage découvert avec des faits maintenant qu'il est difficile aujourd'hui de démontrer ou encore de prouver. Merci beaucoup. Vous avez bel et bien planté le décor de cette émission et nous allons poursuivre, mais en restant dans le versant politique. Assemblée nationale au Cameroun, la session budgétaire est entrée en gare. Vous le savez, elle a été assez mouvementée. Le SDF s'est mué en musicien, en danseur et revendiquant, selon lui, le Social Democratic Front, l'ouverture des débats en ce qui concerne la crise anglophone au Cameroun. Et dans le second reportage que vous allez suivre avec le concours de la rédaction de Yaoundé, eh bien, nous reviendrons sur le bilan de cette session fait par le SDF. Reportage. Au commencement de cette session, il y a eu cet incendie qui a ravagé le bâtiment principal de l'Assemblée nationale. Le ton allait ainsi être donné à une session à tout le moins bruyante. Elle a été émaillée d'un petit désordre parlementaire. Entre interruption et contre-interruption de plénière, il y a eu des voix plus hautes que d'habitude et aussi du sang. Bilan moral, pas du tout éloquent. Pour la première fois, l'Assemblée nationale a donné une image d'une violence de la part certainement de nos collègues du parti SDF ou bien de l'UDC. Mais nous-mêmes aussi, nous devons être ceux qui puissent promouvoir, disons, la dignité du Parlement. La crise anglophone a échappé au débat malgré l'insistance des députés SDF. Pas de quoi arrêter les activités des réseaux parlementaires. Espérance Jeunesse a mené une enquête qui montrait l'incestueux rapprochement entre débit de boissons et écoles. Le réseau de promotion du genre a redit non au mariage de jeunes filles. Tout comme le réseau Population et Développement a relancé une croisade contre le sida. Quoi qu'il en soit, la session a nourri des regrets, faute d'avoir planché sur la révision de la loi fondamentale à la Constitution
ou aussi du code électoral. Pour nous, il était question de donner la position de l'Union démocratique du Cameroun par rapport à la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Et cette position était claire, comme depuis le début. Il faut que les Camerounais puissent tous ensemble s'approprier du problème. Il faut régler, il faut trouver la solution par un dialogue national. Loin de cette idée d'une session bâclée, l'essentiel est sain et sauf selon la Chambre. Sur la loi de finances 2018, équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 4 513 milliards 500 millions de francs CFA, avec une augmentation de 139 milliards 700 millions par rapport au précédent exercice. Une session d'histoire rentre dans l'histoire. Expression, la façon social-démocratique Front à l'hémicycle. Action à répétition, une revendication au but. La crise dite anglophone a inscrit au rang des discussions en plénière. Un conflit déclenché, SDF et président de séance qui retorque niet à la demande. Le SDF a fait sa part à l'Assemblée nationale à la session de novembre. Continuité d'un travail commencé sur le terrain au sujet de la crise dans les régions anglophones. Depuis le déclenchement de cette crise, en 2016, en octobre 2016, je l'ai bien dit, les parlementaires se sont déportés dans la région du Nord-Ouest, à Bamenda, où ils ont rencontré le gouverneur et les autorités administratives. Ici, à la représentation du parti, à Yaoundé, une sorte de bilan de la session avec totale déception de l'attitude des parlementaires autres que ceux du SDF. Une discrimination finalement constatée au choix des sujets à débattre. Quand il s'agissait de la crise de la nébuleuse Boko Haram qui a attaqué le Cameroun, tous les parlementaires se sont réunis et cela a été inscrit à l'ordre du jour sans pression. Pas le cas malheureusement pour la crise dite anglophone. Les parlementaires du Social Democratic Front commencent là un feedback qui doit s'étendre jusqu'aux populations de leurs circonscriptions respectives. Il y a des choses que ces populations ont suivies à travers les médias. Mais il y a des choses qui se sont passées au Parlement sans que ça puisse être à la portée du grand public. Ce public-là attend, les populations attendent, nous tous, arrivés à l'Ouest, nous allons organiser. Ce n'est plus une affaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour la session qui s'achève, les parlementaires FDF inscrivent leurs activités au sens d'un combat démocratique à continuer. Jean-Paul Biya, vous êtes au fait de l'actualité, vous avez regardé ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce sont des projectiles qui ont été lancés, ce sont des vuvuzela d'une certaine forme, on a écouté des cris, des chansons scandant un peu de haine pour le président de la République. Vous avez suivi l'actualité, on va parler d'une démocratie un peu trop avancée au Cameroun? Non, c'est pas une affaire de démocratie, c'est une affaire de tempérament politique. C'est-à-dire autant on peut avoir un député qui est calme, autant on peut avoir un député qui est bruyant, autant on peut avoir un député qui est maximaliste, par exemple. C'est le cas de Mme Tomaino Ndamdjoua, par exemple, qui allait un peu plus loin qu'on ne le pensait, mais c'est pas mauvais non plus. Ça participe ici de la vitalité d'une démocratie. Je sache qu'en écoutant, en remontant un peu le cours de l'histoire, le général de Gaulle, par exemple, le disait une fois un de ses ministres, en 1968, à Maurice Couve de Murville. Que lui dit le général? L'Assemblée nationale est un espace de débat. C'est aussi un espace de défoulement. Mais ce n'est pas un exutoire où on doit pouvoir y jeter n'importe quoi. À la réalité, Madame Ndam a agi sous un... c'est une colère saine, c'est une réaction normale. On l'a vu dans d'autres démocraties ailleurs, dans d'autres parlements, ou peut-être des députés en viennent même s'étripent, même pratiquement. C'est pas ce qui est mauvais. Ce qui compte de plus en plus, mais c'est de voir, est-ce que le débat d'idées a progressé? Est-ce que les revendications de l'UDC ou encore du SDF ou du MRC ou encore de l'UPC par exemple connaissent évidemment une prise en compte? Non, parce qu'en fait c'est la minorité. C'est la voix de à peu près entre guillemets la dictature de la majorité qui impose par exemple sa norme, qui estime que non, j'ai été élu sur la base d'un projet de société qu'il m'appartient maintenant de pouvoir mettre en place. Il revient maintenant de pouvoir travailler dans ce sens. Ok, et si nous revenons justement sur ce que vous critiquez en ce qui concerne l'attitude du SDF, vous critiquez la forme et le fond
de leurs revendications? Les deux en tout cas, parce qu'en fait, au niveau de la forme, maintenant, une assemblée, c'est un espace où on débat. Un cadre de concertation veut dire un cadre convivial, où on débat, on s'échange. Bon, maintenant, il n'est pas exclu que des tempéraments politiques, certains peuvent être maximalistes, estiment que non, c'est un peu trop. On a été frustrés, muselés, murés dans un épais silence. Il nous revient maintenant de pouvoir exprimer notre voix, parce qu'on amène quand on apporte des vuvuzelas dans un parlement comme le nôtre à Yaoundé, par exemple. On l'a vu ailleurs, on l'a vu en Ouganda, par exemple. Je ne vais pas nommer les pays ici. Il faut des raisons de civilité diplomatique encore. Mais cependant, c'est une manière de revendiquer. Un enfant qui se plaint parce que peut-être papa n'a pas écouté peut-être ses larmes, n'a pas essuyé ses larmes, a un moyen ou un autre de pouvoir l'exprimer. Alors les vuvuzelas ou encore des talons de chaussures qu'on lance dans le palais des Verts, on peut le déplorer, mais ça participe, comme je vous l'ai dit, de la vitalité d'une démocratie qui avance. Eh bien, la session ordinaire est entrée en gare et finalement, ce dont revendique le SDF n'a pas été pris en considération. Je parle par exemple la mise sur pied d'une commission nationale inclusive où le dialogue national doit être véritablement observé, les débats des vendredis. Pensez-vous que le sujet posé sur la table par des parlementaires du SDF, notamment en ce qui concerne la crise anglophone, ne soit pas une question urgente au regard des assassinats de nos éléments de l'armée qu'on observe tant dans le nord-ouest que dans le sud-ouest Cameroun? Je pense qu'il faut savoir raison garder, Madame Na aussi, parce qu'en ceci, il faut éviter de mélanger tout à la fois. Et en une chose, non, c'est pas de cela qu'il s'agit en réalité. D'une manière plus claire, le SDF a des revendications qui sont légitimes. Mais quand une assemblée nationale, une institution étatique, arrive pour une session avec un ordre du jour, cet ordre du jour qui est suivi comme une loi des reins, nous demandons que ce soit examiné, bon. Maintenant, si le SDF a des réserves, il n'y a pas de problème. Il les porte à l'attention du gouvernement qui va trouver le cadre. Là, c'est une session qui se mettait en place, effectivement, qui avait 30 jours, qui s'est achevé, je crois que c'était hier ou avant-hier. Mais maintenant, dans les problèmes, les réserves émises par le SDF vont être examinées par le gouvernement dans un autre cadre. C'est pas au SDF d'imposer un certain ordre du jour. Maintenant, surtout qu'il est minoritaire. Au-delà de la minorité, bon, la minorité maintenant peut également avoir une voix prépondérante si le fait se ressentent comme étant nécessaires pour la vie même, pour la construction même de la vie démocratique en réalité, la vie politique également. Parce que nous sommes dans le cadre d'une démocratie pluraliste. La plupart des voix sont retenues comme telles. Il y a plus de 300 partis politiques. Bon, à l'Assemblée nationale, il y a 7 qui sont représentés. Chacun maintenant parle d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a plusieurs instances de débat, par exemple. Ça peut être dans d'autres juges oratoires. Mais dans le cas d'espèces, on est parti pour une commission précise avec un ordre du jour arrêté par l'Assemblée nationale et maintenant le travail s'est mis en place. S'il y a des revendications, on les porte à l'attention et on attend les réponses. Mais dans le cas d'espèces maintenant, il faut retenir au moins une chose. J'aime plus revenir sur le général de Gaulle qui a beaucoup inspiré notre constitution en 1972. Le général de Gaulle dit ceci au peuple français à Bayeux en 1946. Il leur dit l'histoire de la France est un peu l'alternance entre les immenses douleurs et les fécondes grandeurs. Ça, c'est une phase relativement dure pour le pays en ce moment. Il y a le problème de Boko Haram qui se pose, la crise anglophone, la crise sécuritaire au niveau de l'Est du pays, et même dans les universités d'État, par exemple. Il y a eu 2 lettres fortes qui sont venues, une de Gaoundéré, de l'école de médecine vétérinaire, et une autre tout récemment, maintenant, de l'université de Yaoundé 2, avec des revendications fortes. D'accord, ça se comprend très bien, on comprend qu'en fait, le pays est en ébullition en ce moment, mais une ébullition positive est contrôlée. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir quand même que bon, les pouvoirs publics prennent en compte toutes les revendications, les examinent, essaie d'apporter des solutions au fur et à mesure et au gré notamment de la vision du politique, de l'orientation notamment de sa politique par rapport dans tous les différents secteurs d'activité. C'est compris. Alors, nous allons parler éducation, nous allons nous intéresser au sujet pour lequel vous serez davantage à l'aise, comme vous l'avez été dans d'autres sujets d'ailleurs. On parle de l'actualité dans les universités. Le président de la République a créé un certain nombre de grandes écoles il y a quelques semaines, et avec la présence du chef de la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur sur ce plateau, nous allons revenir de fond en comble sur les avantages qui permettront aux Camerounais de mieux se former et limiter l'immigration en rapport avec l'éducation. Nous avons parcouru la loi portant création des différentes grandes écoles au Cameroun. L'ENSET à Ebolova, l'école de médecine à Bamenda, Bouya on en a déjà, une faculté de médecine à Tchang et Gaoundéré on en a sur l'étendue du territoire national. Que dites-vous
à ceux qui estiment que c'est une décision fortement politique parce qu'il y en a beaucoup de décrets qui restent sur la feuille. Parfois on crée un établissement, on crée une université sans pouvoir identifier le site déjà sur le terrain et on connaît les engorgements que connaissent nos universités, on connaît le problème d'infrastructure que connaissent nos universités. Tant qu'on n'a pas résolu déjà des problèmes qui existent déjà, en créer d'autres universités ou d'autres grandes écoles, c'est continuer à former les Camerounais au rabais. Non, pas former au rabais, c'est excessif quand même. Je pense qu'ici il faut lire d'abord les textes. La loi sur l'enseignement supérieur remonte à 2001, 16 avril 2001, la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Elle est en cours de toilettage, mais la plupart des textes déjà en revenant en 93, le décret 93, qui éclate l'ancienne université de Yaoundé en 6 universités d'État, aujourd'hui on en est à 8. L'architecture globale de l'université camerounaise aujourd'hui, c'est suffisamment étendu. On est rentré aujourd'hui à pratiquement 33 écoles, facultés et écoles, 8 universités d'État, évidemment, donc pour près de 500 000 étudiants. Bon, maintenant, alors, l'offre qui s'est davantage intensifiée, c'est densifiée sur l'ensemble du territoire, effectivement, permet ici d'ouvrir la plupart des opportunités de formation aux étudiants. Et maintenant, en même temps, permettre notamment une qualification de cette formation, à savoir l'orienter vers la professionnalisation. Parce qu'en fait, les 3 piliers qui gouvernent l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est d'abord l'assurance qualité, il faut la norme. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin qui est formé à Yaoundé 1 doit équivaloir au médecin qui est formé à Boya, ou encore celui qui va être formé à Tchang, où seulement il y avait un besoin de plus en plus pressant d'une faculté de médecine. Et il faut déjà dire que déjà à l'antichambre de la fac de médecine de Tchang, il y avait déjà deux filières. Une filière médico-sanitaire, pour former des étudiants jusqu'au niveau de licence et lesquels peuvent donc postuler pour une 4e année de formation en médecine. Alors donc l'offre sera étendue dans l'ensemble du pays. Donc l'école nationale supérieure polytechnique à Bamenda, la fac de médecine à Tchang et puis maintenant l'INSET à Ebolova. Pour passer en fait le souci majeur pour le chef de l'État, je crois aujourd'hui, à travers ce qu'implémente au quotidien monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, c'est d'amener l'étudiant d'aujourd'hui vers la professionnalisation, l'auto-employabilité, d'où les ordinateurs portables qu'on va accueillir dans une semaine à peu près à Yaoundé. C'est finalement arrivé. Ça arrive le 27 décembre, donc dans à peine 2 semaines. J'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se frottent les mains, c'est un précieux sésame et un cadeau de Noël. Bon, c'est une offre du chef de l'État, bien entendu. Et une belle campagne électorale. Non, d'abord une offre du président qui remonte à 2015. Il y avait un problème de procédure, on est arrivé à son terme. Maintenant, je pense, les ordinateurs partiront de Shenzhen, Hong Kong pour Yaoundé le 25 et arriveront le 27 décembre au Cameroun. Tant mieux si ça fait une belle campagne pour Paul Biya. Ça dépendra. Nous parlions des écoles à Bamenda, les écoles de médecine et des facultés de médecine et sciences pharmaceutiques à Tchang. J'aimerais que vous reveniez sur la différence en ce qui concerne cette terminologie. Une école de médecine et une faculté de médecine à Tchang. La différence se situe à quel niveau? Non, c'est en tout cas, la plupart de tout, c'est les facultés de médecine en fait. C'est une faculté de manière claire, très claire. Mais en fait, les écoles facultaires, pour parler de manière globale, les écoles facultaires ont pour vocation de former des professionnels disponibles sur le terrain de l'emploi. Alors, pour ce qui est de la fac, on a une fac de médecine à Yaoundé, on en a une à Douala, à Boya, c'est une faculté of Health Sciences. C'est toutes les facultés. Mais le plus important maintenant, c'est de comprendre au moins 3 choses à ce niveau. La première chose d'abord, comme je vous l'ai dit, l'assurance qualité. Il faut harmoniser la formation de tous les médecins. De la première année en 7e année, que ce soit dans le système francophone ou dans le système anglo-saxon. Une harmonisation. Première chose. Deuxième chose maintenant, renforcer la qualité du médecin que nous formons de plus en plus aujourd'hui. À savoir qu'en fait, quand une faculté est ouverte, il y a déjà un hôpital d'application à côté, et maintenant un minimum de prérequis qu'on a sur le terrain, à savoir qu'ici, on aura d'abord les programmes de formation sont déjà arrêtés nationalement, par la commission nationale. De 2 maintenant, les médecins, les enseignants sont disponibles. De 3 maintenant, les stages même, parce qu'il y a une alternance. Maintenant, on ne parle plus de stage en entreprise, on parle de stage de formation en alternance, c'est-à-dire 2 mois à théorie et puis 2 mois en entreprise. Donc 2 mois à la faculté, 2 mois à l'hôpital, pour pouvoir appliquer maintenant les enseignements reçus. Vous avez parlé des centres d'application. À Yaoundé, nous avons le CHU, le centre hospitalier universitaire. On n'en a pas d'autres sur le territoire national. Si. Lequel? Il y a 8 hôpitaux. C'est dans le plan d'urgence. Écoles de médecine. Dans le plan d'urgence du chef de l'État. Vous voyez un peu de proximité géographique. Sont-elles déjà fonctionnelles?
Il y a un renforcement qui est en cours. Le renforcement, il y a déjà un problème de proximité géographique, parce qu'à Yaoundé, on a la fac et puis maintenant le CHU est juste à côté, comité d'application. Non, dans le cas de Tchang, par exemple, il y a l'hôpital régional de Bafoussam qui est en cours de renforcement sur la base du plan triennal. Il y a 8 hôpitaux. Ces hôpitaux ont-ils les mêmes valeurs sur le plan, en termes de plateau technique avec le CHU de Yaoundé? Tout à fait. L'enseignant, par exemple, l'enseignant de la fac de médecine de Yaoundé, il y a en même temps le chef de service, peut-être de pédiatrie par exemple au CHU ou encore l'hôpital central ou l'hôpital gynéco-obstétrique ou encore l'hôpital général. La plupart ils sont enseignants en même temps et puis ils sont praticiens dans les hôpitaux et ils reçoivent dans les étudiants. Et maintenant le problème de fond est que l'enseignant doit suivre un étudiant de la première année à la faculté jusqu'en 7e année. Donc la mobilité des étudiants en médecine se pose un problème au niveau de l'application ici du LMD. Parce qu'en fait un étudiant qui est suivi dès la première année, quand vous inscrivez en fac de médecine, vous commencez des cours, on vous donne un lit d'hôpital. Vous venez faire des cours et vous avez un lit d'hôpital. Et l'enseignant maintenant doit pouvoir suivre le jeune étudiant dans un cadre hospitalo-universitaire. Alors, le problème d'engorgement et des infrastructures de nos universités se pose toujours à l'acuité rendue à la date d'aujourd'hui. Peut-on espérer une amélioration dans un futur proche? Là, on y est déjà, madame, là aussi, quand vous arrivez à Paris 1, Paris 1er, à 17 sites dans la ville. Alors, dans un cas comme par exemple l'université de Douala, où nous nous trouvons, ou encore l'université de Yaoundé 1 ou l'université de Yaoundé 2, il y a maintenant on programme des cours. Certains commencent des cours de 6 heures. Il y a un groupe qui va de 6 heures à 8 heures, un autre qui prend le train de 8 heures à 10 heures, ainsi de suite. De 2, ensuite, il y a le téléenseignement. Donc, il s'est buté encore devant la fibre optique, et puis la bande passante qui est relativement faible, mais qui est en cours d'amélioration. Maintenant, il y a un programme, on fait des cours. Par exemple, si vous avez en première année 1800 étudiants en droit, par exemple, on peut scinder en 3 groupes, on peut fractionner en 3 groupes. Un groupe qui vient peut-être le matin, un autre l'après-midi, et puis un autre en début de soirée. D'accord. Il y a également une école de géologie et d'exploitation minière qui a été créée à l'université de Ngaoundéré, tout comme l'école de génie chimique et des industries minérales. C'est nul doute une réponse à un besoin national. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il y a suffisamment d'enseignants formés dans ce domaine, enseignants camerounais, ou alors nous allons importer les enseignants pour pouvoir satisfaire Il y a les missionnaires, il y a la mobilité au niveau des missionnaires. Il y a des missionnaires qui viennent, il y a d'abord des professeurs qui sont sur place, des missionnaires qui s'amènent, mais en même temps aussi des technologues, c'est-à-dire un ingénieur par exemple des mines et du pétrole qui a 10 ans d'expérience dans ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience, donc les VAE, qui viennent également dispenser des cours. À ce niveau, il n'y a pas de souci à se faire. Célestin Yandal, c'est le nouveau Nelson Mandela de la commune de Touboro, sorti de prison, incarcéré pour ses positions assez serrées contre le Lamido de Rebouba. Il a été porté à la tête de la mairie de Touboro. Explosion de joie à Touboro. La rue salue l'élection de Célestin Yandal comme maire au terme de la session extraordinaire du conseil municipal de ce 8 décembre. Les attentes ici sont légion. On attend de nouveau monsieur le maire qui vient d'être élu. Les infrastructures routières, les établissements scolaires. Il y a déjà le problème d'eau potable que nous avons ici à Touboro. Il a une lourde tâche et j'exhorte le Tout-Puissant de l'aider dans cette tâche. La discipline du parti a volé en éclats dans ce conseil municipal pourtant monocolore, car 3 candidats étaient en lice pour cette élection. Moussa Adamou et André Koumaï font alliance contre le plus jeune Célestin Yandal, pourtant investi par les instances dirigeantes de l'UNDP dont ils font tous partie. Ça veut dire que tous les autres camarades conseillers municipaux doivent soutenir le candidat. Malheureusement, cette exigence du parti n'a pas été respectée par certains camarades. Prier d'évacuer la salle, c'est au terme des travaux que les médias ont découvert les résultats. 29 voix pour Célestin Yandal contre 9 pour ses adversaires réunis. Le préfet du Mayoreille peut alors dérouler le chapelet de recommandations. Comme agent de l'État, nous exigeons qu'il se conforme à la réglementation administrative, tant au niveau de son comportement en tant qu'un élu local, au niveau des actes qu'il va prendre. Titulaire d'un master en droit public et administrateur des communes de formation, le nouveau maire de Touboro a 32 ans, dont 6 mois passés à la maison d'arrêt de Garoua pour ses convictions. Célestin Yandal, 32 ans, ça devrait parler à l'élite gérontocrate du Cameroun.
Non, madame, là aussi, je pense qu'il faut comprendre, il y a l'évolution du temps aujourd'hui de plus en plus. C'est le temps des jeunes. Mais surtout, comme ça se disait en 1960, c'est le temps des plus brillants et des meilleurs aujourd'hui. C'est-à-dire le cas du jeune Célestin Nyanda qui est maire de Touroua à 32 ans, qui sort du RDPC pour l'UNDP, et évidemment l'UNDP fait partie de la majorité présidentielle, bien entendu. Vous avez à côté également d'autres valeurs très sûres, comme le cas du jeune Biolé, la trentaine, qui vient de rejoindre NS 6 mois à la NASA par exemple. C'est un événement très spectaculaire qu'il faut retenir ici. Il y a le cas de William Ndiaelon qui a à peine 27 ans, avec un groupe de jeunes, ils ont mis en place des start-up et un mini-drone. D'accord. Oui, on peut également voir le cas d'Arthur, c'est largement connu. Donc les jeunes les plus brillants, on en trouve dans la plupart des universités du monde venant du Cameroun. Et même sur la scène nationale, de plus en plus, quand vous regardez les nominations, parfois la plupart, les jeunes sont valorisés. Ils ont à peine la quarantaine, ils entrent au gouvernement, dans certaines sociétés d'État, et évidemment que ce soit au comité central ou encore au Parlement camerounais. Vous trouvez des jeunes députés qui ont à peine 32 ans, 33 ans, 34 ans. Occasion pour vous de souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent, parce que la semaine prochaine, ce sera Noël. Vous ne serez pas sur ce plateau, certainement. Ouais, pour les jeunes enfants, ça on leur demande d'être obéissants, parce qu'en fait l'avenir des jeunes pour nous aujourd'hui passe par notamment le respect des parents, l'allégeance aux parents, la reconnaissance que les parents ont fait pour eux, parce qu'en fait c'est là que les jeunes puisent l'énergie et sont en phase avec leurs ancêtres qui maintenant les propulsent un peu plus loin dans la vie. Si je vous demandais un conseil pour le choix d'un cadeau, vous direz quoi? Un livre, par exemple, des dessins animés ou encore des jouets pour enfants, des jouets instructifs didactiques. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette première partie. Pour la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder la thématique des changements climatiques en rapport avec le sommet de Paris. Nous disséquerons le projet de budget 2018 au Cameroun. Et pour aborder toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau un expert en fiscalité. Il est agréé CEMAC depuis 1 an. Alexis Mejouan, bonjour. Bonjour, Madame Monique Naoussi. Bienvenue sur le plateau de la rétrospective de l'information. Merci, Madame. Je rappelle que vous avez eu 39 ans hier, samedi, et ça fait de vous le plus jeune fiscaliste au tableau de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, ce qui ne fait pas de vous le moins pertinent. Effectivement, c'est la preuve, s'il fallait le démontrer, qu'il est possible, dans le contexte du Cameroun, de se battre et de se frayer un chemin à force de travail. Je rappelle également que vous êtes enseignant associé à l'université de Douala. Oui, effectivement, dans le cadre des formations professionnelles que l'université de Douala et d'autres instituts privés ont pris lieu de lancer ces derniers jours. J'ai été sollicité depuis près de 3 ans, où j'interviens au titre d'enseignant associé pour certaines filières techniques, de par l'expérience de près de 10 ans de terrain que je cumule aujourd'hui. D'accord. 4 513,5 milliards de francs CFA équilibrés en recettes et en dépenses constitue le projet de budget 2018 au Cameroun. Il a été adopté dans la nuit du 8 au 9 décembre par l'Assemblée nationale et réélu par le Sénat, c'était le 13. Et ce projet de budget sera promulgué par le président de la République 15 jours plus tard, donc on va parler du 28 décembre par là, si la Constitution est respectée. Vous, en tant qu'expert fiscaliste, pensez-vous qu'il y ait des décisions qui pourraient nécessiter une relecture autorisée par le président de la République? Oui, si jamais il devait avoir une relecture, le président serait dans son rôle et aurait respecté la Constitution. Mais en ce qui concerne la possibilité qu'il y ait une relecture de ce projet de loi de finances qui a déjà été adopté par le Parlement, comme vous l'avez si bien rappelé, dans la nuit du 8 et du 9 décembre, et puis adopté également par le Sénat dans le 13 décembre. Maintenant, reste à respecter l'article 31 de notre Constitution qui dit qu'une fois qu'une loi est adoptée par le Parlement et transmise au chef de l'État, il a 15 jours à partir de la réception, de la transmission de la loi pour le promulguer. D'accord. Au cas où il n'indiquerait pas une relecture qui s'imposerait. Dans cet esprit, je pense, pour répondre à votre question, qu'on ne peut plus trop s'attendre à une relecture parce que le chef de l'État l'avait déjà fait.
le 20 novembre. Le 20 novembre 2007, lorsque par le biais 2017. de son... 2017, je veux dire, le 20 novembre 2017, où par le biais de son secrétaire général, il avait déjà instruit le Premier ministre de revoir, de modifier un certain nombre de dispositions dans le sens de la suppression qui était déjà contenue dans le projet de loi de finances que l'Assemblée nationale venait de recevoir. Et cette suppression de la disposition, c'était justement en rapport avec la taxe foncière qui devrait être désormais collectée par Eneo. Effectivement, le chef d'État a estimé que c'était un peu trop risqué de confier ainsi à un organe privé, notamment Eneo, le recouvrement de la taxe sur la propriété foncière, et a demandé que cette mesure soit purement et simplement supprimée. Est-ce qu'on peut dire que le président de la République a écouté, a prêté une attention favorable au cri d'alarme qui a été lancé par des fiscalistes? Bien sûr, je tiens ici à rappeler que plusieurs fiscalistes d'emblée ont compris que c'était une mesure délicate. Notamment, je vais citer ici le docteur Alaka Pierre, qui est monté chrono et a démontré que c'était une mesure qui faisait courir un très grand risque au gouvernement, d'autant plus que le commun des mortels, le pauvre citoyen, devait se voir contraint de payer la taxe sur la propriété foncière simplement parce que ça devait être lié et être contenu dans sa facture d'électricité. Et c'était un risque parce que mélanger ainsi un impôt, le recouvrement d'un impôt au paiement d'une consommation d'électricité qui relève quand même du privé, c'était un risque et qui peut se comprendre. Mais le chef d'État a estimé que sur ce côté, il devait faire parler le caractère social quand même du budget et a décidé de l'annuler. Mais il faut dire que bien qu'on l'ait annulé, cette disposition a été remplacée par une autre taxe sur billets d'avion. Bien entendu, en matière fiscale, très souvent, des mesures sont proposées parce qu'un objectif doit être atteint. Et l'objectif ici, c'était, nous savons que notre budget a connu une croissance en valeur absolue autour de 3%. Pour maintenir cette croissance, étant donné que, quelque part, le fait de réduire la collecte par Eneo devait certainement entraîner certaines conséquences sur l'enveloppe globale du budget, le chef d'État, a proposé des mesures compensatoires. Notamment, il a décidé de porter de 10 000 à 25 000 le droit de timbre sur les vols internationaux. Il a également décidé d'augmenter également les droits d'accise sur l'importation des armes et munitions qui est passé à 25%. Pourtant, dans le projet initial, on le proposait à 12,5%. Entre autres également, il a décidé de porter de 30% la valeur imposable sur les prélèvements sur les bois exportés en grumes, ce qui était de 20% dans le projet initial. Est-ce qu'on peut y comprendre que le chef de l'État voudrait amener les plus nantis à payer pour les plus pauvres, entre guillemets? Pas du tout ça, parce que dans la politique fiscale, les politiques fiscales ne fonctionnent pas dans cet esprit-là. Donc les dispositions fiscales doivent être d'abord d'ordre général. Ça doit viser le plus grand nombre possible. Cependant, dans la réalité des faits, on sait que très souvent certaines mesures peuvent défavoriser les plus pauvres. Mais jusqu'ici, ce que nous évoquons, hormis la taxe sur la propriété foncière, les autres mesures, que ce soit le droit de timbre sur les vols internationaux que j'ai cité, que ce soit l'imposition de l'exportation des bois de plume au taux de 30%, toutes ces mesures ne visent pas les pauvres. Par contre, les autres mesures qui visaient les pauvres, et si vous le permettez, je voudrais soulever ici un aspect sur lequel on se serait attendu. D'où l'intérêt de ma question. Si ça vise les personnes les plus nantis, ne sont pas payées un billet d'avion, c'est pas payer un taxi moto ou un taxi jaune, c'est aller à l'international, ça demande beaucoup d'argent. Les grumes, c'est de l'argent. Importer des voitures, c'est davantage de l'argent. Si le chef de l'État augmente les taxes de ce côté-là, justement, il voudrait permettre à ceux qui ont un peu plus que les autres de payer justement un peu plus que les pauvres. Oui, vu comme ça. C'est l'esprit de ma question. Absolument. Vu dans ce sens, je suis entièrement d'accord avec vous. Cependant, je voudrais également relever. Je voudrais relever pour le signer, hormis les droits de timbre sur les vols internationaux. Les autres mesures qui visent les pauvres, si on peut penser que ces mesures visent les pauvres, les riches,
voulais dire, en réalité, les dispositions fiscales ne fonctionnent pas dans ce sens. Parce que ce qu'on recherche dans les dispositions fiscales, dans le sens de l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est très souvent de prendre des mesures qui puissent taxer tout le monde. D'accord. Dans le sens de faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui profitent peut-être des failles des dispositions fiscales pour échapper à l'imposition. Ok. Alors, 4 513,5 milliards de francs CFA, soit plus de 130 milliards de francs CFA par rapport au dernier budget. Selon vous, l'œil de l'expert, est-ce un projet de budget réaliste? Je dirais, si vous le demandez, je dirais sincèrement que pour l'administration, pour le gouvernement, le gouvernement nous laisse penser que ce projet de budget est réaliste, mais nous avons quelques inquiétudes dans la mesure où nous sommes tous au courant des difficultés que nous avons, du potentiel fiscal du Cameroun qui est un peu diminué aujourd'hui du fait d'un certain nombre de crises que le pays traverse. On se serait attendu à ce qu'il y ait une légère diminution du budget par rapport à l'année dernière, mais le gouvernement a choisi de le maintenir, ce qui signifie qu'il va falloir mobiliser les recettes. Et c'est assez difficile de mobiliser les recettes lorsqu'on sait que nous venons de signer les accords de partenariat économique et surtout que le potentiel fiscal du Cameroun est diminué aujourd'hui par ces crises-là. Néanmoins, qu'à cela ne tienne, le gouvernement, depuis la circulaire de cadrage du chef de l'État, veut bien compter sur l'élargissement de l'assiette en permettant à ce que tous les autres contribuables qui jusqu'ici sont dans l'informel et ne payent pas régulièrement leurs impôts, si tous ceux-là sont mobilisés et que les recettes, le recouvrement des recettes sont assez sécurisés, il y a fort espoir qu'on puisse atteindre ce taux. Et je voudrais ici dire, certains experts, notamment le docteur Lacan, estiment même que ce taux, ces recettes, on peut recouvrer au-delà de cela. Si jamais les quelques tares qu'on connaît parfois à notre administration fiscale sont maîtrisées. La corruption en l'occurrence? Bon, peut-être ça. Si ces tares-là sont maîtrisées, si la pression fiscale est réduite, dans le sens des frais, des sommes que les contribuables plus ou moins dépensent sans que ça ne puisse entrer directement dans les caisses de l'État. Dans ce sens-là, je crois que le projet de budget peut être atteint. D'accord. Alors, le projet de développement, les projets, parce qu'il y en a, sont essentiellement dépendants du budget de l'État et le budget en lui-même est particulièrement prévisionnel. L'État compte sur les recettes propres et dans les recettes propres, on cite les recettes fiscales et autres, mais aussi sur les emprunts et les dons estimés à 1338 milliards de francs CFA pour l'année prochaine. Alors, que faut-il faire pour ne pas être surpris en fin d'année avec des projets non réalisés? Oui, je crois que le gouvernement, depuis l'année dernière, parce que n'oublions pas que nous sommes dans le cadre des budgets programmes. Et ce qu'on reproche le plus à notre administration, c'est que le budget d'investissement n'est pas suffisamment consommé. Or, en économie, pour s'attendre à des recettes fiscales, il faudrait d'abord que ceux qui produisent la richesse puissent la produire. Cela dit, le gouvernement a pris des mesures depuis l'année dernière en accélérant les procédures de passation des marchés publics, en permettant à ce que d'entrée de jeu, dès le début de l'année budgétaire, que tous les outils de mise en place effective du budget soient prises. Et ces mesures-là, comme je l'ai dit, depuis l'année dernière, le gouvernement s'attelle à cela par la publication des projets, du journal des projets, et aussi par l'ouverture effective du budget dès le début de l'année. Si c'est fait et que le gouvernement essaye de rationaliser, bien qu'on a dû observer tous que dans ce projet de budget, le budget de fonctionnement conserve presque sa part belle, mais qu'à cela ne tienne, si toutes ces mesures sont prises et que d'entrée de jeu dès le début de l'année, le gouvernement se met à exécuter effectivement ce budget, on peut espérer qu'il sera atteint. J'aimerais qu'on interroge un peu le budget de fonctionnement qui connaît toujours une forte augmentation par rapport au budget d'investissement. Vous avez suivi 1338 milliards de francs CFA
qui devrait être recouvré dans les emprunts et les dons à l'international généralement, au regard de ce que j'appelle parfois la gabegie financière, le mode de dépense au Cameroun, est-ce qu'il n'est pas possible de revoir la façon dont l'État dépense ses ressources pour justement combler ou alors réduire le gap des emprunts que nous allons chercher parfois à l'international? Il est possible. Il est possible, je dirais que tout ceci dépend d'une volonté politique forte, dans la mesure où notre budget d'investissement atteint rarement le seuil de 30%. Par contre, le budget de fonctionnement, très souvent, il est consommé, et même dans certains cas, il est même sous-consommé. Donc ça pose un problème réel pour un pays qui veut se développer. Et si nous voulons nous développer véritablement, à un moment donné, nous devons nous serrer la ceinture et de réduire notre budget de fonctionnement. Et c'est possible, mon avis, mon modeste avis, je pense que tout dépend d'une volonté politique. L'exemple venant généralement d'en haut. Que nos ministres, que nos dirigeants serrent leur ceinture, réduisent leur train de vie, et nous allons le ressentir dans notre vie quotidienne. Dans le panier de la ménagère. Dans le panier de la ménagère. Ok. Alors, dans la circulaire de cadrage budgétaire, le président de la République insiste régulièrement sur 2 points, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale dans le but de faire reculer la pauvreté. C'est d'ailleurs la fonction sociale des impôts. Pensez-vous, monsieur l'expert, que l'année 2018 sera de tout repos pour les Camerounais, on vivra moins de pauvreté que l'année précédente au regard des aspects fiscaux? Oui, nous avons, depuis 2 mois, nous travaillons sur cet aspect au sein de nos cabinets respectifs. Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que sur le plan de la pression fiscale, il y aura une forte pression fiscale psychologique en 2018. Dans la mesure où il est vrai qu'aucun nouvel impôt n'a été créé, aucun taux n'a été revu à la hausse. Mais cependant, dans un certain nombre de mesures, surtout les mesures, l'administration s'est modernisée dans les mesures de recouvrement efficaces. Nous sommes en train de généraliser, l'administration tend à généraliser la télédéclaration, le contrôle par voie électronique des déclarations des contribuables. Le message que je peux passer à tous les contribuables, c'est que changer d'habitude, parce que l'année 2018 sera l'année de la pression fiscale psychologique. Et pour revenir à la pression fiscale, comprenez la pression fiscale comme une grandeur qui ne doit pas être confondue aux charges fiscales. Parce que sur le plan strict de la pression fiscale, qui est le ratio entre la somme des prélèvements obligatoires et le produit intérieur brut, au niveau du Cameroun, cette pression fiscale est maîtrisée. Elle n'est pas très forte. Mais à côté de cette pression, il y a la charge fiscale qui est plutôt ressentie au niveau microéconomique par le contribuable. Et le contribuable, en 2018, qu'il se prépare, parce que sur le plan psychologique, il aura l'impression qu'il est trop parcellé sur le plan fiscal. Ce n'est pas nécessairement parce que les impôts ont augmenté, c'est juste que les vieilles habitudes qui consistaient à éluder l'impôt en tout point, il faudrait les oublier. Et se discipliner, avoir plus de civisme fiscal. Alors, pour sortir de cette thématique, il y a parfois des procès qu'on entend au niveau de l'Assemblée nationale, des parlementaires, qui estiment que les projets de budget leur sont soumis généralement en fin de session et n'ont pas assez de temps pour les décrypter et les voter en leur âme et conscience. Ils sont bâclés. Et finalement, ils sont quelquefois pris au piège et n'ont pas assez d'arguments pour défendre le budget qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous? Si vous demandez mon avis d'expert, je dirais que c'est une fuite en avant, c'est un faux débat. Dans la mesure où la question est de savoir, est-ce que les députés, le texte qui est déposé sur la table de l'Assemblée nationale, est-ce que ce texte est mystérieux? Je dirais non. Parce que le budget se prépare dès le mois de juin, dès la signature par le chef de l'État, le président de la République, de la circulaire de cadrage budgétaire qui fixe le cap. Et dès cet instant, les institutions, les directions chargées de préparer le budget, notamment la direction générale des impôts, la direction du budget, la direction générale des douanes, toutes ces institutions se mettent au travail et commencent à préparer le projet de budget. Dès cet instant, moi je pense à mon avis que l'Assemblée nationale
le Parlement devrait prendre des dispositions d'utiliser les moyens que les autres professionnels comme nous utilisons pour être au courant de ce qui se prépare dans la loi des finances à venir. Et dès cet instant, ils pourront déjà prendre des dispositions pour préparer leur riposte en termes de propositions, d'amendements. Et je vais aller dans ce sens pour dire que les députés qui estiment que le délai est court, à notre avis, le délai n'est pas si court que ça si on le voit du plan de vue des experts. Parce que si les députés s'entouraient des experts, des spécialistes du domaine, en une semaine, je crois qu'un cabinet est à même de faire des propositions d'amendement. Mais le député, puisqu'il s'agit des questions un peu techniques, un député pris isolément, si ce n'est pas son domaine, il peut ne pas comprendre. Vous lui donnerez même 1 an, il peut ne pas comprendre. Par contre, s'il s'entourait des cabinets d'experts, en une semaine, c'était largement suffisant pour qu'ils aient à faire des propositions pertinentes. D'accord. Après la COP 21 à Paris en 2015, la COP 22 au Maroc en 2016, la COP 23 en novembre 2017 en Allemagne, le sommet de Paris vient d'entrer en gare. On parle encore de changement climatique. Et en France, notre correspondant Eric Ganfquacho, attaché à l'Elysée, nous fait le point de cette rencontre. La finance pour le climat doit s'organiser pour être efficace. C'est le thème du sommet One Planet Summit qui s'est ouvert ce mercredi 12 décembre en France à la date d'anniversaire de l'accord de Paris signé en 2015 à l'issue de la COP 21. L'objectif affiché de cette réunion est de pousser les diplomates et les financiers à être plus ambitieux en matière de protection du climat en investissant dans une nouvelle économie décarbonée. Avec son massif forestier, deuxième mondial après celui de l'Amazonie, l'Afrique centrale a bien évidemment un rôle à jouer, car elle représente un vrai gisement en carbone. Participant aux travaux de ce matin, les ministres Lejeune Belambela des Relations extérieures, Pierre Ailé de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, et enfin Ngolé Philippe Ngwese des Forêts et de la Faune ont réaffirmé l'adhésion du Cameroun à l'accord de Paris. Ils ont également invité les bailleurs de fonds et les partenaires à soutenir le Cameroun en finançant nos projets de développement. Et nous avons également un projet très important. Il faut quand même, dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la dégradation de forêts, nous avons un grand projet tant que nous sommes un pays de grande superficie en termes de forêts. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en train de remplir nos obligations en termes de la biodiversité, les aires protégées, et autant de choses que nous faisons et qui demandent effectivement que nous ayons beaucoup de financement. Donc nous attendons beaucoup, mais nous sommes venus bien armés avec notre président de la République qui va donc pour très haut, disons, la voie du Cameroun ici. Pour les pays en développement ou sur la route de l'émergence, parmi lesquels le Cameroun, la réduction des émissions de gaz à effet de serre reste conditionnée à un soutien de la communauté internationale, notamment les pays industrialisés sous forme de financement et de transfert de technologies. Aujourd'hui, les spécialistes estiment que l'augmentation de la température à la surface du globe terrestre se situe autour de 3 degrés et qu'il était temps de le ramener à un taux raisonnable d'1,5 degré. Ce ne sera pas par les discours qu'on réussira à faire baisser cette température. Les grands pollueurs, à l'instar des États-Unis et la Chine, dans une certaine mesure, semblent faire la sourde oreille. N'y a-t-il pas assez de faits marquants en ce qui concerne par exemple les cyclones, l'ouragan, qui devraient les amener à développer un sursaut d'orgueil et penser à la préservation de l'humanité? Ok, merci. Après la COP 21 en France, en décembre 2015, il y a eu beaucoup d'espoir, mais malheureusement, coup de tonnerre, en juin, les États-Unis, le deuxième plus pollueur de la planète, décident de se retirer de ce pacte pour la protection et la sauvegarde de l'environnement ce qui avait été décidé à Paris. La question aujourd'hui est de savoir pourquoi cet autre sommet. La clé, ce qui justifie le dernier sommet sur le climat en France, c'est la recherche du financement. Le sujet clé ici, c'était le financement. Et je suis en train de mal voir ce projet réussir si les plus grands, surtout les plus pollueurs, ne s'y intéressent pas. Et puis Trop mais aller jusqu'à penser que c'est un complot pour compromettre leur développement. Absolument. Ce que je pense. Moi je pense, et le président Donald Trump l'a dit,
les États-Unis se sont retirés parce qu'ils sont en train d'être rattrapés par la Chine. Et nous autres Africains, nous n'avons pas des moyens de nous payer le luxe de la protection de l'environnement parce que ça demande un coût extrêmement élevé. Tant que l'Occident ne nous a pas donné ces moyens, il serait difficile pour l'Afrique de respecter tous ces accords liés au pacte de la protection de l'environnement. Donc à mon avis, les Africains gagneraient plus à s'industrialiser d'abord et puis protéger l'environnement après. D'accord. Ce sera le mot de fin pour cette émission de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous avons eu le bonheur de recevoir sur ce plateau Alexis Menjouan. Il est expert fiscaliste agréé CEMAR depuis 1 an, enseignant et chercheur. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, madame. Le prochain rendez-vous avec la rétrospective de l'information, ce sera dans une semaine, dimanche prochain, à la même heure sur Canal 2 International. Restez des nôtres.